Bienvenue sur Histoire d'un crime. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, sachez que je partage des histoires de crimes, résolues ou non, 2 fois par semaine sur cette chaîne. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, préparez-vous à entrer dans le cœur de cette affaire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire qui, à première vue, semblait tout à fait ordinaire, mais qui s'est révélée être bien plus complexe. Cette histoire se déroule à Vancouver, au Canada, et a rapidement captivé l'attention du public par son caractère inhabituel. Notre héroïne, Nicole Porciello, également connue sous le nom de Nicole Hasselman, est née le 6 juin 1984. À l'âge de 34 ans, Nicole était une femme au cœur généreux et à la patience infinie. Des qualités parfaites pour son rôle dans les services de soutien aux étudiants de l'école secondaire Templeton. Elle n'était pas simplement une aide, mais un véritable mentor pour de nombreux adolescents égarés dans le dédale de leur jeunesse. Pour Nicole, son lieu de travail était bien plus qu'un simple emploi. C'était une seconde famille, un havre de camaraderie et de soutien authentique. Ses collègues la voyaient comme une source d'inspiration constante. Toujours prête à aider, elle avait tissé des liens d'amitié avec les enseignants, les administrateurs et les autres membres du personnel scolaire. Sa capacité à toucher le cœur des adolescents les plus difficiles était une véritable manifestation du miracle pédagogique. Les collègues de Nicole l'appréciaient non seulement pour son professionnalisme, mais aussi pour la chaleur humaine qu'elle diffusait autour d'elle. En dehors de son travail, Nicole était une mère dévouée, élevant seule son fils Lucas, âgé de 10 ans. Lucas, tout comme sa mère, était un garçon sensible et bienveillant. Nicole parvenait à jongler avec brio entre sa carrière et l'éducation de son fils, investissant dans les deux avec une passion et un soin authentiques. Elle s'efforçait d'être pour lui un modèle de générosité et de bonté, quelqu'un qui ouvre toujours son cœur au monde et s'efforce de le rendre meilleur. En 2011, Nicole a entamé une relation avec Jean Poeple, un agent immobilier. Leur histoire d'amour a débuté comme un conte de fées, avec de la romance, une profonde affection et une compréhension mutuelle. Pendant 7 ans, leur relation a été marquée par des hauts et des bas, une danse intermittente entre passion et séparation. Au début, leur amour semblait invincible. Ils rêvaient de l'avenir ensemble, faisaient des projets et partageaient leurs réflexions. Chaque jour apportait son lot de bonheur et de complicité, et les querelles semblaient les contourner. Cependant, au fil du temps, Jeanne a commencé à révéler des traits de caractère que Nicole ne pouvait ignorer. Ce qui avait commencé comme une attitude bienveillante s'est transformé en une manie obsessionnelle. Jeanne prétendait protéger Nicole des influences extérieures négatives, mais en réalité, il l'éloignait de ses amis et de sa famille. Il allait jusqu'à vérifier ses réseaux sociaux et ses téléphones portables. Sa jalousie devenait incontrôlable et il peinait à cacher son agressivité. Chaque nouveau conflit ne faisait qu'augmenter son désir de domination. Et Nicole se retrouvait piégée dans une spirale psychologique dont il était difficile de sortir. À une occasion, il lui a poussé la poitrine avec une telle force qu'elle a ressenti un inconfort physique pendant des semaines. Malgré la douleur et la peur qui envahissaient peu à peu leur vie commune, Nicole croyait encore aux douces promesses de Jean. Il jurait qu'il changerait, qu'il redeviendrait le partenaire aimant et digne de confiance qu'il avait été au début. Ces vœux empêchaient Nicole de rompre définitivement, même si, au fond d'elle, elle savait que le comportement de Jean ne changerait probablement jamais. Ils avaient rompu plusieurs fois, mais Jeanne demandait toujours une autre chance, et Nicole la lui accordait. Cependant, le 7 janvier 2018, Nicole a décidé de mettre fin à leur relation pour de bon. Mais Jeanne n'allait pas supporter cette rupture.
16 janvier 2018 a marqué un tournant tragique pour la famille et les amis de Nicole. Ce soir-là, à Burnaby, un accident impliquant une voiture gris anthracite s'est produit sur l'autoroute Barnett vers 22 heures. Les sirènes des secours ont brisé le silence de la nuit, illuminant la scène d'une lumière inquiétante. La voiture, après avoir heurté un lampadaire, était gravement endommagée, et un homme se trouvait coincé à l'intérieur, sa vie étant en danger. Les sauveteurs, en coordination avec la police et les équipes médicales, ont rapidement bouclé les lieux. Le temps était devenu leur ennemi invisible. Chaque seconde comptait pour éviter une tragédie. Les mouvements des sauveteurs étaient rapides et précis, fruit de nombreuses années de formation et d'expérience. Pendant ce temps, un autre groupe de sauveteurs utilisait des coupeurs hydrauliques pour déchirer le métal de la voiture, un processus bruyant et effrayant, mais qui inspirait confiance par le professionnalisme de l'équipe. L'homme à l'intérieur du véhicule restait immobile, tandis que les médecins se préparaient à lui administrer des soins dès qu'il serait libéré. Après plusieurs minutes de travail acharné, le commandant des secouristes a signalé que la victime pouvait être extraite. L'homme, Jan Poeppel, a été soigneusement sorti de la voiture et pris en charge par les médecins. Ils ont immédiatement commencé à lui prodiguer les premiers soins, vérifiant son état avec attention. Une fois stabilisé, Jan a été transféré sur une civière et emmené à l'ambulance pour être transporté à l'hôpital le plus proche. À l'hôpital, les médecins ont procédé à un examen complet et à un diagnostic. Ils ont constaté quelques ecchymoses et une légère commotion cérébrale, mais heureusement, aucune blessure grave. L'état de Jan était stable et sa vie n'était pas en danger. Après avoir reçu les soins nécessaires, il a été placé en observation pour garantir son rétablissement complet. Après que Jan ait été extrait de la voiture, la police a commencé son travail en enregistrant les déclarations des témoins oculaires et en étudiant les lieux de l'accident. Ils ont noté chaque détail, essayant de reconstituer la chronologie des événements qui avaient les conduits à la collision. Les pompiers, ayant accompli leur part de travail, rangeaient leur matériel et se préparaient à regagner la base. Mais l'un des agents a fait une découverte choquante. Dans un fossé à 10 mètres de la voiture, gisait une femme, inconsciente, mais respirante encore. C'était Nicole. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital, où les médecins ont tout tenté pour la sauver. Malheureusement, leurs efforts ont été vains. Quelques jours plus tard, la police a publié un communiqué. Une aide enseignante de 34 ans et mère de famille, décédée à la suite d'un accident de SUV à Burnaby la semaine dernière, a subi des blessures révélatrices d'un acte criminel. L'homme devrait se rétablir complètement, mais la femme présentait des blessures révélatrices d'un acte criminel. L'autopsie du corps de Nicole a été réalisée au laboratoire médico-légal. Un médecin légiste expérimenté, avec de nombreuses années d'expérience, a remarqué les nombreuses blessures qui couvraient son corps. Certaines étaient profondes et infligées avec une force évidente, tandis que d'autres étaient plus superficielles, peut-être révélatrices d'une lutte désespérée. Les blessures sur le corps de Nicole ont été infligées avec 2 couteaux différents. Au cours de l'analyse, l'expert a non seulement constaté des blessures physiques, mais a également recherché d'éventuelles marques susceptibles de faire la lumière sur les circonstances du décès de Nicole. L'absence de blessures défensives aux mains aurait pu indiquer que l'attaque était soudaine ou que la victime était immobilisée. La reconstitution de la chronologie des événements était un aspect crucial de l'enquête sur la mort de Nicole. Cela a permis aux enquêteurs de rassembler toutes les données disponibles pour voir comment les événements se sont déroulés et à quel moment ils se sont produits. Cette structuration de l'information a permis d'identifier les incohérences dans le témoignage de Jean et d'analyser son comportement. Les enquêteurs ont examiné les vidéos de surveillance, les enregistrements téléphoniques et les messages textes échangés entre Nicole et Jean. Ces données ont fourni l'image la plus précise de l'endroit où se trouvait Nicole à un moment donné,
avec qui elle était en contact, et ce qui se passait exactement autour d'elle. La chronologie était également importante pour le dossier de l'accusation contre Jean. Sans preuve concrète de son implication dans l'incident, recueillie dans un ordre strict, il aurait été difficile de convaincre le tribunal de sa culpabilité. Comme mentionné précédemment, la relation de Nicole et Jeanne a duré 7 ans, oscillant entre rupture et retrouvailles. Mais l'enchaînement des événements ayant mené à la rupture de Nicole a scellé son destin 9 jours avant l'accident de voiture. Nicole avait dit à Jean que leur relation était terminée et avait commencé à communiquer avec un autre homme, ce qui aurait rendu Jean fou de jalousie. Le soir du 16 novembre, il est venu chercher Nicole dans un véhicule de location alors que son fils était à un entraînement de hockey et une dispute a éclaté. Jeanne a ensuite sorti 2 couteaux de cuisine et a commencé à poignarder Nicole, qui était assise sur le siège passager, à plusieurs reprises sur son corps. Puis, Jeanne ôta sa veste ensanglantée et sortit son téléphone portable. Et il a commencé à enregistrer une vidéo. Dans une tentative désespérée de sauver sa vie, on pouvait entendre Nicole dire à Jean qu'elle l'aimait. Jean, sans montrer le moindre remords, expliqua à Nicole qu'il l'avait poignardée parce qu'il ne pouvait pas supporter l'idée qu'elle passe à autre chose avec un autre homme. Après cet acte terrible, il rentra chez lui, laissant Nicole blessée dans la voiture à l'extérieur. Une fois à l'intérieur, il envoya plusieurs courriels, dont un pour démissionner de son emploi. Pendant 2 heures, Nicole resta seule dans la voiture, luttant pour sa vie, tandis que Jean s'occupait de ses affaires. Il envoya des emails, paya des factures, et fit même des achats en ligne pour un nouveau téléviseur et un lave-vaisselle. Finalement, Jean retourna à la voiture et trouva Nicole toujours en vie. Sans hésiter, il appuya sur l'accélérateur et percuta un lampadaire à grande vitesse. Nicole, qui ne portait pas de ceinture de sécurité, fut projetée hors du véhicule. Les preuves recueillies lors de l'enquête furent accablantes. Jean Poeple fut accusé de meurtre au 2e degré. Le procès, qui débuta en 2020, et dura plusieurs mois, fut une épreuve douloureuse pour la famille et les amis de Nicole. 13 jours après le décès de Nicole, Jean Poeple a été arrêté le 29 novembre 2018. La police a lancé un appel au public pour obtenir toute information susceptible d'aider l'enquête. Nicole Hasselman a été impliquée dans un unique accident de voiture et a subi des blessures de nature suspecte, conduisant plus tard à son décès à l'hôpital. J'ai dû entreprendre cette enquête de manière approfondie. Je peux vous dire maintenant que hier, le 29 novembre, Jan Popo, 31 ans, a été arrêté et accusé de meurtre de 2e degré en lien avec la mort de Nicole Hasselman. Lors du procès, une vidéo enregistrée par Jan Poeple sur son téléphone portable après avoir blessé Nicole a été diffusée. Avant la diffusion, le juge a averti l'audience de la nature crue de la vidéo et a invité ceux qui se sentaient mal à l'aise à quitter la salle. La vidéo d'1 minute montrait Nicole blessée ayant du mal à respirer. Jean, assis à côté d'elle, affirmait qu'elle lui avait manqué de respect. Au lieu d'appeler à l'aide, Jean déclara à Nicole que tout était de sa faute. On pouvait entendre Jeanne dire « Tu m'as juste pris, tu m'as manqué de respect pendant des mois et des années. » Joe Porciello, le père de Nicole, visiblement désemparé, quitta la salle d'audience pendant la diffusion de la vidéo. Jean, la tête baissée, restait assis sur le banc des accusés. Carmine Porciello, le frère de Nicole, lui cria « Regarde la vidéo, lève la tête !» La juge, comprenant l'impact bouleversant de la vidéo, ordonna une pause de 15 minutes. Le père de Nicole décrivit sa fille comme une belle âme et le pilier de leur famille. « Vous avez détruit notre famille. Nous ne pouvons pas vous pardonner ce que vous avez fait, » déclara-t-il à Jean. Le frère ajouta que le crime l'avait réduit à l'état de zombie, rempli de colère et de rage envers l'accusé. Lucas, le fils de Nicole, déclara que sa mère était sa meilleure amie et qu'il avait perdu une partie de son cœur à sa mort. Dans sa décision, le juge qualifia les actions de Jean d'insensibles, cruelles et égocentriques, tout en reconnaissant qu'il avait montré des remords. Jean Poeple plaida coupable de meurtre au 2e degré, une accusation passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. La question était de savoir combien d'années s'écouleraient
avant qu'il puisse demander une libération conditionnelle. Le procureur réclamait une peine minimale de 15 ans, tandis que l'avocat de Jean souhaitait un minimum de 10 ans, des options inacceptables pour la famille de Nicole. Compte tenu des antécédents de comportement abusif et jaloux de Jean envers Nicole, sa cousine Gina Giuliano estima qu'il aurait dû être accusé et reconnu coupable de meurtre au premier degré, ce qui n'entraîne aucune chance de libération conditionnelle avant 25 ans. Je ne pense pas qu'un chiffre soit suffisant, mais si 25 est le maximum, je pense que c'est ce qu'il devrait recevoir, déclara-t-elle. Dans la semaine précédant la condamnation, les amis et la famille de Nicole ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour souligner les vides laissés par sa mort et questionner si la punition serait adaptée au crime. Lors de l'audience, Jeanne a exprimé ses regrets et ses remords dans une déclaration adressée au tribunal et à la famille de Nicole. « J'attendais ce moment depuis longtemps pour vous dire à quel point je suis désolé », a-t-il déclaré. En avril 2021, Jean Poeple a été condamné à la réclusion à perpétuité, avec la possibilité de demander une libération conditionnelle après 15 ans. La famille de Nicole a jugé cette peine insuffisante. Gina Giuliano, la cousine de Nicole, s'est dite déçue par la décision. « Dans 15 ans, il sera réellement éligible pour marcher dans les rues », a-t-elle déclaré. Après la mort de Nicole, sa famille, ses amis et ses collègues ont été plongés dans un chagrin profond. Il était insupportablement difficile pour eux de réaliser qu'ils ne pourraient plus jamais embrasser leur mère, fille, sœur bien-aimée, entendre sa voix ou partager des souvenirs précieux. Les amis de Nicole, avec qui elle partageait ses rêves et ses expériences les plus intimes, ont perdu une confidente et une âme sœur. Ils ne pouvaient s'empêcher de penser à quel point elle avait travaillé dur pour reconstruire sa vie, prendre un nouveau départ et se battre pour son bonheur. Les collègues de Nicole ont pris conscience de l'importance de son rôle dans leur vie et leur équipe. Sa bonne humeur et son engagement envers l'excellence étaient une source d'inspiration pour beaucoup. Cette perte soudaine leur a rappelé la fragilité de la vie humaine et l'importance d'être plus attentifs les uns aux autres. Carmine Porciello, son frère, ne pense pas qu'il s'habituera un jour à l'absence de sa petite sœur. « Lorsque vous vous asseyez pour un dîner en famille, il est difficile de ne pas remarquer que son siège est vide », a-t-il déclaré. Cette tragédie a laissé une empreinte indélébile sur tous ceux qui ont connu et aimé Nicole, rappelant à chacun la valeur inestimable de chaque moment passé avec ceux que nous chérissons. Mes chers amis, nous voici arrivés à la fin de notre récit. J'aimerais connaître vos pensées sur cette affaire. N'hésitez pas de partager votre avis en commentaire. Et pour d'autres histoires captivantes de crimes réels, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Merci.